Bismillahirrahmanirrahim. Voici donc notre deuxième webinaire sur prendre en charge les accidents cérébraux en médecine d'urgence avec le professeur Zalmat Septi Awisha qui est de l'EHU d'Oran. C'est notre deuxième webinaire. Bienvenue avec l'Association des médecins généralistes de Mostaganem pour cette série de formations. Marhaba bik. Merci aux organisateurs de cette session de webinaire de m'avoir confié à parler de certains thèmes qui sont très importants, qui intéressent tous les médecins, y compris les généralistes et les spécialistes en neurologie et en anesthésie réa, et ce qui concerne comment prendre en charge un accident vasculaire cérébral en médecine d'urgence. Je vais commencer par un petit plan qui insiste sur l'introduction, un petit rappel anatomique. Qu'est-ce que c'est l'AVC ischémique et comment le prendre en charge? Ensuite, on va parler de l'AVC hémorragique et comment le prendre en charge et on va conclure. Comme introduction, l'accident vasculaire cérébral est un déficit neurologique focal de survenue soudaine, d'apparition en moins de 2 minutes, en relation avec une lésion du parenchyme cérébral par infarctus ou hémorragie, secondaire à une pathologie vasculaire cérébrale d'origine artérielle ou veineuse. Donc, ce déficit neurologique peut être ischémique ou hémorragique, secondaire à une pathologie vasculaire. C'est la première cause de handicap moteur acquis de l'adulte. Et c'est la troisième cause de décès après les maladies cardiovasculaires et les cancers dans le monde. Les mécanismes de survenue de cet accident vasculaire cérébral, ils peuvent être soit par un mécanisme ischémique et donc qui constitue 85%, et on peut trouver un infarctus ischémique transitoire, comme il peut être un infarctus ischémique constitué quand il dépasse les 24 heures. Ensuite, le deuxième mécanisme, c'est hémorragique, qui constitue 15% de l'ensemble des AVC, qui comporte les hémorragies cérébroméningées et les thromboplévites cérébrales. Le rappel anatomique, tout se situe dans le cerveau. Il existe plusieurs atteintes du cerveau. L'atteinte peut être au niveau du lobe temporal, du lobe frontal en rouge, du lobe pariétal et du lobe occipital. Toute atteinte peut entraîner un déficit neurologique bien précis. Commençons par l'AVC ischémique. Constitue une installation brutale d'un déficit neurologique focal soudain, secondaire à une occlusion d'origine artérielle ou systémique. Cette ischémie cérébrale résulte d'une chute du débit sanguin cérébral par 3 mécanismes. Une occlusion d'une artère cérébrale qui est la plus fréquente généralement par un thrombus, soit d'origine hémodynamique par effondrement de la pression artérielle, soit régionale ou systémique, ou bien un spasme des artères cérébraux. Les étiologies de cet AVC ischémique, les étiologies les plus fréquentes peuvent être artérielles ou cardiaques. L'artérielle, c'est l'athérome et les maladies des petites artères. Les cardiaques, c'est les ACFA, les infarctus du myocarde, les valvulopathies, les complications de la chirurgie et l'endocardite infectieuse. Le mécanisme, généralement, par un embole qui bloque la circulation cérébrale, donc hypoperfusion cérébrale, donc ischémie cérébrale. Cliniquement, il existe 2 types d'AVC. Il peut être transitoire dans un délai moins d'1 heure, ou bien il peut être constitué. Pour l'AVC transitoire, on l'appelle accident ischémique transitoire. C'est un épisode bref de dysfonctionnement neurologique dû à une ischémie focale, cérébrale ou rétinienne. Dans les symptômes cliniques durent moins d'1 heure, sans preuve d'infarctus cérébral. Il faut savoir que c'est une urgence médicale, même l'a été, parce qu'il constitue un syndrome de menace cérébrale. 10 à 30% des accidents ischémiques constitués sont précédés par un AIT et 10% de récidive à 3 mois, dans 50% dans les 48 premières heures. L'IRM cérébral, c'est l'examen clé et il est indiqué en première intention.
Ce mécanisme de l'ischémie transitoire, il est dû à deux mécanismes. D'abord, l'athérosclérose par le dépôt d'une plaque d'athérome. C'est une graisse due au cholestérol créée à l'occlusion transitoire d'un petit vaisseau, ou bien les emboles d'origine cardiaque, comme on a vu tout à l'heure dans les étiologies, les AVC, les thrombophlébite, les ACFA, les IDM. Donc, il provoque un embole d'origine cardiaque qui peut provoquer l'obstruction d'une artère périphérique. Il faut savoir que l'AIT a une gravité potentielle. C'est un signe d'alarme d'un AVC. Même si l'accident il est de courte durée et ne laisse pas de séquelles, sa gravité reste potentielle et ne doit pas être négligée, car le risque d'AVC est de 10% à 7 jours. Les symptômes généralement rencontrés cliniquement, c'est la cécité transitoire, la perte du champ visuel, la paralysie faciale, les troubles du langage, le vertige, et il a une durée brève avec une récupération complète. Les signes peuvent être tous apparents ou bien on aura deux ou un seul signe. Deuxièmement, l'AVC ischémique constitué, c'est le plus dangereux. Le déficit neurologique est permanent. La sémiologie dépend du territoire vasculaire atteint. On distingue un accident ischémique carotidien lorsque l'atteinte se fait au niveau de l'artère cérébrale moyenne et de l'artère cérébrale antérieure. Voici le schéma. L'artère cérébrale antérieure, elle est en rouge. L'artère cérébrale antérieure, voilà l'image. Et la moyenne, elle est en bleu. Donc ici, c'est la moyenne et l'antérieure. L'artère, deuxièmement, les accidents ischémiques cérébraux vertébraux basilaires lorsqu'il y a une atteinte du tronc cérébral ou bien atteinte de l'artère cérébrale postérieure. L'artère cérébrale postérieure, normalement, elle est en rose clair dans l'image. Pardon. Ensuite, on a les petits infarctus profonds. C'est l'occlusion d'une artériole profonde sur une artériopathie locale. Voilà. Ensuite, on va voir l'AVC du tronc basilaire. Il est précédé par un syndrome ou il est caractérisé par un syndrome alterne. C'est une atteinte d'une paire crânienne du côté de la lésion et de la voie longue sensitive ou motrice contralatérale de la lésion. Ils peuvent être étagés et s'associer à des infarctus hémisphériques d'aval. C'est l'artère cérébrale postérieure. On peut avoir aussi l'infarctus grave du tronc cérébral. C'est une conséquence d'une occlusion du tronc basilaire. Elle se manifeste par un coma, une dysarthrie, un vertige et une atteinte motrice bilatérale, parfois au niveau des 4 membres. Caractérisé aussi par un locked-in syndrome, c'est un infarctus bilatéral du pied de la protubérance responsable d'une quadriplégie avec diplégie faciale seule, mouvement possible, la verticalité des yeux, avec un état de conscience qui est normal. Donc, dans l'AVC basilaire, on peut avoir un état de conscience normal, on peut avoir un état plus grave, c'est l'état du coma. Aussi, on peut distinguer les accidents ischémiques cérébelleux par un syndrome, elle commence souvent par un syndrome cérébelleux qui est homolatéral à la lésion. Et donc, en cas d'infarctus cérébelleux de grande taille, le risque vital est mis en jeu et il est lié à la compression du tronc cérébral. D'abord, quand on a un patient qui présente tous ces signes d'un accident ischémique, d'un accident vasculaire cérébral, on doit faire une évaluation neurologique et une estimation du pronostic qui se fait par des scores. L'examen neurologique doit être réalisé après avoir recherché et corrigé les axos. On les verra après. Les axos, c'est les accidents systémiques d'origine, c'est les accidents cérébraux d'origine systémique. Ça concerne l'ionogramme, l'anatrémie, la tension artérielle, la température, on les verra après. L'évaluation du pronostic doit prendre en compte des critères extraneurologiques. Le coma d'emblée directement lié à l'AVC est de mauvais pronostic. Le pronostic des infarctus sylviens malins non opérés est catastrophique. Bon, voici les scores qu'on peut évaluer pour savoir le pronostic de cet AVC. Il se fait par le score d'évaluation clinique, c'est le Glasgow. Ça concerne l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Il est coté à 15.
Il peut être utilisé, il est utilisé souvent dans le traumatisme crânien, mais on l'utilise fréquemment dans l'AVC. Ensuite, on peut avoir le score de Nice qui repose sur la vigilance, l'orientation, les commandes oculomotrices, l'oculomotricité, le champ visuel, la paralysie faciale et la motricité des membres supérieurs. Ils sont cotés de 0 à 3 pour la vigilance, l'orientation de 0 à 2, comme vous voyez dans l'image. Ensuite, on va les rassembler pour trouver une cotation. Lorsque le score de Nice il est quantifié, pour évaluer la gravité initiale de ces patients, lorsque c'est un AVC mineur, le score de Nice il est coté de 1 à 3, 1 à 4. Pour l'AVC modéré, le Nice il est coté de 5 à 15. Et dans l'AVC sévère, le Nice il est plus de 15. Lorsque le score il est plus de 15 à l'admission, il y a une probabilité faible d'avoir un excellent pronostic à 3 mois. Lorsque le score de Nice il est compris entre 5 et 25, cela permet d'envisager une décision de thrombolyse. Et lors d'un AVC grave, le score de Nice il est plus ou moins égal à 17 et le Glasgow il est moins de 9. Cela permet d'évaluer neurologiquement le pronostic. Certains examens complémentaires sont demandés dans les AVC. L'AVC ischémique, voilà les deux images en montrant l'AVC ischémique ou bien hémorragique. Donc, le scanner il est demandé en première intention. Donc, le scanner cérébral, dans les premières heures, il faut éliminer toujours un AVC hémorragique. Il peut être normal au début. Il peut montrer des signes précoces d'ischémie, tels qu'une hyperdensité artérielle et effacement des sillons corticaux. Vous allez le revoir dans l'image. Voici l'AVC ischémique. Donc, il y a effacement des sillons corticaux et il y a une hyperdensité artérielle. Au-delà de la 6e heure, il y a une lipodensité mal limitée dans un territoire vasculaire, il y a un œdème cérébral, effet de masse en cas d'infarctus de ronde taille, une hémorragie au sein de l'infarctus. Donc ici, l'angioscanner permet de détecter le siège de l'occlusion artérielle. Voici un AVC ischémique massif où il y a une perte des sillons corticaux. Il y a une hyperdensité qui est très importante et l'œdème cérébral est diffus. Voilà. C'est un homme de 60 ans avec une hémiplégie droite. Donc, on va passer. Maintenant, passant à l'IRM cérébral comme deuxième examen complémentaire, il permet de détecter l'accident ischémique constitué dès les premières minutes de sa constitution. On peut faire aussi une échocardiographie qui permet de rechercher une cardiopathie emboligène et permet de stratifier les cardiopathies, comme on a vu dans les étiologies tout à l'heure. On peut utiliser aussi les ultrasonographiques des vaisseaux cervicaux, l'échodoppler cervical et l'angioscan des troncs supra-aortiques. Maintenant, pour la prise en charge, parlons de la prise en charge des AIT, qui sont moins dangereux, mais qui sont le signe d'alarme. L'hospitalisation en unité de soins intensifs neurovasculaires et de règles, en cas d'AIT récent, récidivant, ou bien ACFA et autres cardiopathies emboligènes, en cas de sténose carotidien serrée. L'anticoagulation efficace, elle est indiquée en cas d'ACFA, de cardiopathie emboligène, d'AIT à répétition. Il faut insister sur l'anticoagulation, les antiagrégants plaquettaires bien sûr dans tous les cas, et le traitement des facteurs de risque, le diabète, la dyslipidémie, l'HTA et le tabac. Indiqué moins de 15 jours lorsqu'il y a une sténose carotidienne homolatérale, plus de 60 à 70% des cas. Repose sur alerte et sensibilisation, une surveillance neurologique et une prévention des complications thromboemboliques veineuses, levée précoce, les HPPM à dose préventive. La prise en charge des accidents ischémiques constitués non sur la pression intracrânienne. C'est la restriction hydrosodée modérée,
Donc, on doit éviter toute déplétion hydrique susceptible de baisser la pression de perfusion cérébrale. Quand il y a une baisse de la pression de perfusion cérébrale, il y a une augmentation de l'HIC. Donc, il faut restreindre les solutés, il faut indiquer les solutés isotoniques. Le glycérol, les corticoïdes, le furosemide ne sont pas recommandés actuellement. Les indications à la mise en place d'un monitorage invasif de la PIC dans la prise en charge des patients présentant un AVC ne sont pas clairement définies. Par contre, ils sont indiqués dans le traumatisme crânien. Il faut prévenir et traiter l'hypoxémie et cela fait partie des axos. La pression artérielle ne doit pas être inférieure à 60 mm de mercure et l'hypercapnie ne doit pas être supérieure à 40. Chez tout patient ayant une hypertension intracrânienne susceptible ou avérée. Administrer une dose unique de mannitol de 40 g de mannitol, c'est-à-dire 0,1 à 1 g dans 0,5 à 1 g par kilo chez l'enfant, en cas d'aggravation brutale dans le but de diminuer transitoirement la PIC et en attendant un éventuel traitement chirurgical. La prise en charge des accidents ischémiques constitués que je trouve que c'est le traitement de base des accidents ischémiques constitués. Ça concerne une correction du trouble de l'hémostase, qui peuvent, par exemple, une anomalie de l'hémostase peut aggraver le lambole ou le thrombus qui bloque l'artère cérébrale. Le contrôle de la température, il faut maintenir le patient inférieur à 38 degrés Celsius. C'est 38 degrés Celsius. Le contrôle glycémique, il faut maintenir une normovolémie pour éviter l'HIC, maintenir une bonne fonction VG pour avoir un bon débit sanguin, débit cardiaque, donc un bon débit sanguin cérébral, maintenir une normoxie, une normocapnie, pour éviter la vasodilatation et la vasoconstriction des artères cérébraux, car l'objectif de pression de la perfusion cérébrale est de 65 à 70 mm mercure. Bien sûr, corriger toute anémie qui est cause d'hypovolémie. Il faut que l'objectif soit avoir une hémoglobine à 10 g par décilitre, avoir une bonne natrémie, une natrémie correcte et une prévention et prévenir les crises convulsives. La prise en charge des accidents ischémiques dans les 48 heures. Les anticoagulants, bien sûr, pour le traitement curatif des patients ayant en phase aiguë. On peut utiliser aussi les HNF. Et les autres médicaments, il n'est pas recommandé de traiter des patients ayant présenté un infarctus cérébral avec des médicaments neuroprotecteurs. La prise en charge des accidents ischémiques constitués, prise en charge spécifique, c'est la thrombolyse intraveineuse, c'est l'activase. Elle a des doses bien précises, en une seule molécule, c'est 0,9 mg par kilo, sans dépasser 80 mg en IV. Il ne faut pas donner d'antithrombotique ni d'anticoagulation préventive avant les 24 premières heures en post-thrombolyse. Alors, les critères d'exclusion pour la thrombolyse intraveineuse, la présence d'un seul critère exclut le malade. Il existe plusieurs contre-indications, on peut dire. C'est le déficit en facteur de coagulation, le trouble de la vigilance. Lorsqu'une chirurgie majeure, il existe plusieurs contre-indications qui peuvent être la présence d'un seul signe peut exclure le malade, tels que les hémorragies, les infarctus, ils sont très, très longs, donc la liste est longue. Il faut les savoir, tels que le traumatisme crânien, le traitement par les AVK, la dissection aortique, le diabète. Il faut savoir que le diabète n'est pas une contre-indication. Bon. La prise en charge des accidents ischémiques constitués, elle peut être, après la thrombolyse, il existe la chirurgie de désobstruction qui a été proposée dans les embolies carotidiennes et qui a donné dans un délai de 6 heures, elle n'est plus appliquée. Donc,
on utilise surtout l'hémicraniectomie. Elle est recommandée dans les infarctus sylviens malins du sujet de moins de 60 ans, sans comorbidité sévère associée ni un handicap persistant. Pour l'AVC hémorragique, passons à l'AVC hémorragique en deuxième cause, il s'agit d'une pathologie particulièrement grave, mais elle est moins fréquente que le constitué, que l'ischémique, avec une mortalité à moins de 3 mois, variant de 35 à 52%. Une fois la nature hémorragique de l'AVC est affirmée, il faut apprécier son évolutivité et préciser la topographie et son étiologie. Donc, pour l'évolutivité, il évolue en 3 étapes. La rupture artérielle et la formation de l'hématome, l'augmentation du volume de l'hématome et l'œdème périlésionnel. Pour la topographie, il faut savoir qu'il existe des hématomes profonds, des hématomes de topographie lobaire, des hématomes du tronc cérébral, des hématomes du cervelet qui sont des urgences chirurgicales et des hémorragies intraventriculaires pures. Donc, il existe plusieurs topographies et l'évolutivité, elle peut être allée d'une rupture artérielle jusqu'à un œdème périlésionnel. Les étiologies de l'AVC hémorragique, les étiologies peuvent être fréquentes ou bien rares. Les étiologies les plus fréquentes, c'est les malformations artério-veineuses, c'est l'hypertension artérielle, les angiopathies amyloïdes et le traitement anticoagulant. Il existe aussi le score d'évaluation de l'AVC hémorragique, comme le score de Nice et le Glasgow dans l'AVC ischémique. Ce score repose sur le Glasgow, l'âge, la location, le volume qui existe dans le parenchyme, le sang la quantité du sang intraventriculaire, si elle existe ou non. Ensuite, on va les rassembler et on va coter. Normalement, il est coté de 0 à 6. Et en fonction de la somme de ces points, on va décider aussi, c'est comme le Nice, on va décider on peut évaluer cet AVC hémorragique. Donc, le score, lorsqu'il est le score ISH score, ce score est à 0, donc 0% de mortalité. Mais lorsque le score il est à 6, c'est 100% de mortalité. Donc, ça dépend de la somme de ce score. Pour les examens complémentaires demandés dans l'AVC hémorragique, le scanner cérébral toujours indiqué en première intention, il va montrer le diagnostic de l'hématome et le siège, la topographie de cet hématome intracérébral. L'IRM, il peut montrer des signes en faveur d'une étiologie de cet hématome. Les malformations artério-veineuses surtout. Ensuite, l'angiographie conventionnelle ou par rayonnance magnétique. D'autres examens biologiques sont aussi demandés, tels que la formule sanguine pour rechercher les anomalies d'hémostase, le dosage du fibrinogène et de différents facteurs de coagulation. Quant à la prise en charge, elle comporte de nombreux points communs avec celle des infarctus cérébraux. La prise en charge initiale, c'est d'assurer la liberté des voies aériennes supérieures. Si notre patient est en détresse respiratoire, bien sûr, l'intuber. S'il est en coma, il faut l'intuber. S'il désature une saturation moins de 80, il faut l'intuber. Donc, on commence d'abord par une oxygénothérapie en lunettes. Ensuite, on peut aller jusqu'à l'intubation. Le traitement des crises convulsives, si elles existent. Il faut prévenir les thromboses veineuses des membres inférieurs, prévenir les complications infectieuses cutanées, débuter une rééducation précoce. L'hypertension artérielle ne sera pas traitée que lorsque la pression artérielle est supérieure à 18,5 de systolique et 11 de diastolique. Le traitement de l'œdème périlésionnel est important, généralement par les corticoïdes, le Solumédrol, on le donne à 2 mg à 2 mg kg. Le traitement de l'extension hémorragique intraventriculaire et l'hydrocéphalie se fait par une dérivation ventriculaire externe. Pour le traitement périlésionnel, donc je l'ai déjà dit, on commence toujours par les corticoïdes. Ensuite, on peut passer à l'osmothérapie par le NaCl, le chlorure de sodium hypertonique à 20%. On donne 40 cc par 20 minutes. On peut aussi plus ou moins le mannitol à 20%, à raison de 250 à 500 cc en 20 minutes.
à savoir que le mannitol, c'est le traitement le plus rapide, le plus efficace. Pour les corticoïdes, on a parlé du Solimédrol. Les dernières recommandations disent qu'il n'a pas d'indication. Les AVC hémorragiques entraînent des complications graves, c'est pour ça qu'ils sont plus graves que les AVC ischémiques, tels que l'expansion de l'hématome, l'œdème périlésionnel qui est quasi constant, qui va provoquer un coma sévère, les crises d'épilepsie qui sont fréquentes en cas de localisation corticale de l'hémorragie et l'extension hémorragique intraventriculaire, l'hydrocéphalie généralement les fréquente. La prise en charge peut être spécifique. De l'hémorragie cérébrale, c'est les anticoagulants. Donc, il faut antagoniser en urgence l'effet de l'AVK dont l'objectif est de l'INR, soit l'INR moins de 1,5, par les facteurs vitamine K dépendants, les PSB, s'il existe, à raison de 25 unités par kilo, soit 1 ml par kilo en 15 minutes. La vitamine K par 10 mg pendant 4 jours. Et bien sûr, le plasma frais congelé. Il faut contrôler l'INR, l'hémostase, dans 30 minutes, ensuite 6 à 12 heures après, et bien sûr voir le taux de plaquettes par une FNS ou bien par un hémogramme. La prise en charge spécifique de l'hémorragie cérébrale sous anticoagulant se fait par l'utilisation du sulfate de protamine en cas de survenue d'hématome cérébral sous héparine intraveineux, si un patient est sous héparine. La perfusion des plaquettes en cas d'hématome sous antiagrégant plaquettaire n'est plus recommandée, donc sauf en cas de chirurgie ou bien un taux de plaquettes moins de 50 000. Le nouveau Céven qui était recommandé n'est plus recommandé à la phase aiguë de l'hématome. Donc, et on n'utilise plus de thrombolyse intraventriculaire ni thromboaspiration lors des hémorragies ventriculaires parce qu'elles risquent d'aggraver le phénomène hémorragique. La prise en charge spécifique, on continue toujours par la reprise du traitement anticoagulant préventif dans 24 à 48 heures après. En cas de FA non valvulaire sous AVK, fibrillation auriculaire, donc c'est l'arrêt définitif. Si localisation hémisphérique, il faut la reprendre si s'il y a autre localisation. Bon, en cas d'ACFA sous AVK, bien sûr, il faut stratifier le risque hémorragique par rapport au risque embolique. Toujours, le score se fait par le score de HAS-BLED, comme on a vu tout à l'heure. Voici, comme on va le voir maintenant, voici ce score qui repose sur les caractéristiques cliniques et des points, bien sûr la somme des points va stratifier ce risque. L'HTA, elle est le risque si le patient est hypertendu, 1 point, le dysfonctionnement rénal, 1 point, l'AVC, 1 point, le saignement, 1 point, si l'INR et la bile, 1 point, et l'âge supérieur à 65 ans, 1 point, et l'alcool ou certains, si le patient est porteur d'alcool et alcoolique ou il prend certains médicaments, la cotation est de 1 à 1 ou 2. Donc l'alcool 1 et les médicaments 2. Ensuite, c'est les maximums à 9 points et on doit les calculer. Lorsque le score à 0, donc risque hémorragique à 1,9, et lorsque le score est à 1, le risque il est à 2,5. Lorsque le score est supérieur à 5, le risque il est à 12,3. Ce score-là doit être utilisé pour l'évaluation, bien sûr, du risque hémorragique. Lorsque le score est supérieur à 3, c'est un score à haut risque. Donc, le patient a un pronostic qui est mauvais. Il faut être prudent et une surveillance est régulière suite à l'initiation d'un traitement antithrombotique, l'aspirine ou anticoagulant oraux. Pour la prise en charge chirurgicale, l'hématome cérébraux, elle est indiquée en cas d'un hématome cérébral plus de 3 cm. Bon, généralement, il faut prendre un avis neurochirurgien. Des malformations vasculaires sous-jacentes curables, un hématome lobaire du sujet jeune et une craniotomie lorsque l'hématome cortical est plus de 30 cc ou bien moins de 1 cm à la surface corticale. Pour conclure, les deux principaux objectifs de la prise en charge des AVC sont de diminuer le délai entre l'apparition des symptômes et l'apparition des premiers signes et optimiser la filière pour diriger la suspicion de l'AVC par un centre spécialisé en unité de neurovasculaire. Merci. C'est nous qui vous remercions. Alors, il nous reste 8 minutes et on va passer aux questions.
est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un tableau récapitulatif des différents AVC avec des mots-clés pour reconnaître rapidement les types lors d'un examen clinique? Moi, j'ai une question. Oui, oui, c'est un résumé clinique en tableau qui nous permet de prendre rapidement la décision devant un patient. Alors, moi, je reviens à la pratique. Quand je reçois un patient avec un accident ischémique, qu'est-ce qu'il y a eu de faire rapidement? Parce qu'il peut être ischémique, mais sur le moment, c'est un accident vasculaire. Donc, est-ce qu'il va falloir le confirmer avant toute thérapeutique ou bien il va falloir commencer à traiter? Et si à traiter, qu'est-ce que je dois faire? Oui. Merci, Monsieur Hajij, merci beaucoup, docteur. Pour la question de Madame Khadija Mzet, professeure, elle a demandé de faire un tableau, si j'ai bien compris la question, elle veut un résumé entre AVC ischémique et hémorragique, c'est ça? Un tableau pour que ça soit très rapide pour notre décision. Parce qu'en soins primaires, notre rôle, c'est de faire la part des choses. Est-ce que c'est un accident vasculaire cérébral hémorragique ou ischémique, ou est-ce que vraiment c'est un accident vasculaire cérébral, etc. D'abord, pour savoir, c'est un accident neurologique focal. D'abord, il faut confirmer le diagnostic d'un AVC. Le patient vient en état d'urgence, on est aux urgences, le patient présente un déficit neurologique focal diffus, il te dit que c'est plus de 24 heures. Merci beaucoup, professeur Zalmat, merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais poser une question en tant que libérale. J'ai fait déjà les urgences pendant 20 ans, maintenant, c'est pas qu'on ne fasse pas la différence, mais tout simplement, on voudrait avoir un tableau récap qui est très simple pour n'importe quel médecin pratiquant en fonction libérale. S'il reçoit un malade dans cette situation, comment faire rapidement, avec des mots-clés, la différence entre ischémique et hémorragique? Et ma deuxième question, c'était à cet instant-là, quelle est ma première démarche à faire? Parce que vous savez qu'en libéral, on n'a pas le temps d'envoyer le malade faire son examen radiologique et revenir. Ça nous prend beaucoup de temps. Donc voilà, on aimerait avoir avec des trucs très rapides et succincts, comment pouvoir répondre aux besoins de ce malade dans un cadre, soit que je suis à un EPSP ou que je suis dans un cadre libéral. Parce que à l'hôpital, ça va beaucoup mieux. Mais à l'extérieur, c'est complètement différent la prise en charge. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est moi qui vous remercie, madame, et je suis contente d'entendre votre voix. C'est une très bonne question. Je trouve que vous êtes en libéral, vous avez beaucoup de problèmes par rapport au milieu hospitalier. Pour la réponse entre AVC ischémique et hémorragique, pour faire la différence, il faut faire un scanner. C'est un déficit neurologique focal. Donc, il faut faire un scanner. La prise en charge initiale comporte les axos. Tout ce qu'on peut faire au début, même nous, au milieu hospitalier, on respecte les axos, c'est-à-dire avoir une bonne température moins de 38, une normocapnie, cela veut dire oxygéner le patient, faire une position demi-assise si c'est nécessaire, avoir une tension artérielle stable, essayer d'équilibrer sa tension, essayer d'équilibrer sa glycémie, donc faire un dextro rapidement, faire une tension artérielle rapide, faire un ionogramme, cela ne peut pas être rapide, donc on exige le scanner d'abord pour faire la différence. Quand on trouve que c'est un hémorragique, c'est une chose, quand on trouve que c'est un ischémique, c'est la deuxième part des choses. Mais initialement, il faut qu'il y ait une correction des axos, c'est-à-dire température, glycémie, normovolémie, normoxie, normocapnie, tension normale et éviter une crise convulsive si elle est. Maintenant, si un patient est en détresse sévère, c'est-à-dire un AVC compliqué de coma, on est obligé d'intuber, de l'envoyer. Mais la seule chose qui est indiquée là pour faire la part des choses, c'est le scanner cérébral, bien sûr. Quand c'est hémorragique,
il faut respecter des temps, quand c'est ischémique d'abord, la WC ischémique, il faut respecter des tensions artérielles élevées, d'accord? Il faut respecter des tensions artérielles élevées, il faut équilibrer, il faut faire indiquer la thrombolyse en fonction des cas, Alors, en fonction de l'étiologie, d'accord? Quand c'est hémorragique, bien sûr, faire l'invie neurochirurgicale et la décision de l'opérabilité dépend du neurochirurgien et j'ai dit les indications de la chirurgie. alors, je vous remercie encore une fois pour votre présentation et j'espère qu'on aura d'autres occasions de faire d'autres sujets comme celui-ci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci Dr. à Zalmat. vous, Madame Zad. Slama. Merci.